Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité et ravi de vous retrouver. L'an 4 de l'accord d'Alger, quel bilan faites-vous? Tout de suite dans votre émission politique, le débat avec Monsieur Abdelkader Maïga, président de l'association Gao Lama Boré au Mali, secrétaire général de Gao Lama Boré International et président de la coalition contre la partition du Mali, IGDA Mali Tetla. Monsieur Maïga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Dissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour nous. Merci beaucoup. Monsieur Chekne Kamara, président de la plateforme citoyenne Les Bâtisseurs. Monsieur Kamara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Dissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et docteur Aboubakar Sidik Fomba, président du parti ADPM. Docteur Fomba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est largement partagé. Merci beaucoup. Et notre quatrième invité est M. Khalid Dambélé, économiste, chercheur au CRAPES, Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale. Il est également chargé de cours au complexe universitaire de Kabbalah. M. Dambélé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Merci beaucoup. Monsieur Maïga, nous parlons de l'accord d'Alger ce soir, accord pour la paix et la réconciliation, 4 ans après la signature de cet accord-là qui prône la paix et la réconciliation. Les Maliens meurent en longueur de journée, l'unité nationale est plus que jamais menacée. Alors finalement, que vaut-il cet accord selon vous? Merci, monsieur Dissa, et permettez-moi de remercier Africable et de profiter de l'occasion pour présenter nos condoléances les plus attristées à toutes ces victimes innocentes de cette agression barbare et inhumaine, en même temps de cette complicité contre le Mali. Et ceci dit, il faudra comprendre que vous nous avez demandé de faire un travail comme si, pour caricaturer, vous nous demandez d'aller sortir un cadavre de sa tombe et de faire l'autopsie et de dire réellement si le bilan il est positif ou il est bon. Je pense que on va rentrer dans le sujet du bilan, mais la seule chose qu'il faut retenir, non seulement l'accord, il est caduc, et aujourd'hui, on devrait plutôt songer à pallier à l'insuffisance de l'accord que de parler de l'accord en tant que tel. D'accord. D'accord, merci Monsieur Maïga. Monsieur Kamara, est-ce que vous inscrivez dans cette même logique l'accord est caduc selon Monsieur Maïga et il faut plutôt voir plutôt les insuffisances de l'accord. Mais bref, que vaut cet accord-là aujourd'hui encore selon vous, vu que la paix et la réconciliation tant prônées ne sont pas au rendez-vous? Merci, monsieur Dissa. Merci aux téléspectateurs d'Africable. En réalité, la question posée sous cette forme-là semble nous amener à faire le procès de l'accord. Mais j'ai le sentiment que nous ne devons pas perdre de vue le contexte dans lequel cet accord a vu le jour, premièrement. Deuxièmement, nous devons aussi comprendre que l'objectif de l'accord, comme ça a été stipulé dans son intitulé, c'est pour la paix et la réconciliation. La paix et la réconciliation sont des objectifs à atteindre. Il ne suffit pas, n'est-ce pas, de signer un accord tout de suite pour, de façon immédiate, systématique, obtenir la paix et la réconciliation. Mais monsieur Kamara, ça fait quand même même si on peut comprendre, au regard de ces morts qui sont à regretter, au regard de l'insécurité qui est à regretter, alors l'impatience des populations peut se comprendre aisément. Donc, à mon humble avis, l'objectif pour lequel cet accord a été signé, à savoir la recherche de la paix et de la sécurité à l'intérieur de nos frontières, reste d'actualité. Maintenant, il y a, n'est-ce pas,
des défis qui restent à relever par rapport à l'atteinte de ces objectifs-là. Et je pense que tout au long de l'émission, on aura très certainement l'occasion alors d'avancer sur cette question. D'accord. Merci, Monsieur Camara. Docteur Fomba, selon vous, que vaut-il encore cet accord-là? Merci, je remercie tous les téléspectateurs. Je m'incline très pieusement devant tous ceux qui ont perdu leur âme pour la cause de cette patrie, et notamment même l'attaque qui s'est perpétrée aujourd'hui à Saran dans la commune de Wankoro, et tous ceux qui prouvent la continuité de l'accord. Ceci étant, quand vous dites que vaut l'accord aujourd'hui, je dirais plutôt en premier lieu, d'abord le diagnostic de l'accord est faux. Quand le diagnostic est faux, le traitement va aggraver la maladie. Je préciserai également qu'on s'est trompé d'interlocuteur. En réalité, ceux-là qui ont signé l'accord d'Alger ne sont pas ceux-là qui pouvaient amener la paix souhaitée par tous les Maliens. Et ce qu'il faut aussi comprendre, beaucoup d'efforts ont été fournis par le gouvernement, mais c'est des efforts qui ont été utilisés par les forces séparatistes, et bien vrai que ça viole la Constitution. Surtout, ils ont eu ce qu'ils n'ont jamais eu depuis 1963, à travers l'entente du 19 juin 2016, qui est une violation flagrante de la Constitution malienne. Et c'est pour cela que je dis très souvent, même si nous faisons la révision constitutionnelle, on ne va jamais parvenir à appliquer cet accord d'Alger. Et ce qu'il faut retenir, c'est que cet accord d'Alger, depuis sa signature, a tué plus qu'une épidémie. Plus qu'une épidémie. Et ce qui est aussi important, c'est qu'à travers la signature de cet accord, nous avons signé de cet accord avec des groupes qui, chaque année, au 6 avril de chaque mois, réclament leur indépendance. Pendant que la ligne rouge, c'est l'intégrité territoriale du Mali et la souveraineté. Donc, en fait, malgré tous les efforts fournis, mais c'est des efforts qui n'ont pas été reconnus et qui sont très mal récompensés. À savoir qu'il y a une autorité intérimaire aujourd'hui dans les 5 régions qui sont en train de s'accaparer de l'argent des contribuables maliens. Et au niveau même du comité de suivi, c'est les mêmes effets. L'État fournit des efforts, mais c'est des efforts vraiment qu'on ne voit pas et qui ne donnent pas d'effet escompté. D'accord, merci Dr Fomba. Monsieur Dambélé, Dr Fomba parlait tout de suite du fait que depuis la signature de l'accord, il trouve même que, alors, dans cette situation, l'accord même tue plus qu'une épidémie. Il parle des problèmes d'intégrité territoriale du pays en faisant allusion justement aux séparatistes qui fêtent leur indépendance et effectivement tous les mois d'avril depuis quand même 6 ans maintenant, je dirais. Alors, l'accord était censé mettre fin à tout ça, mais malheureusement ces problèmes vont s'aggravant. Alors finalement, que vaut-il selon vous cet accord-là? Aujourd'hui, le bilan il est tout simplement déficitaire au regard de ce qu'on a vu depuis 4 ans, depuis la signature de l'accord jusqu'à nos jours. Force est de reconnaître que effectivement notre pays frôle, son entreprise Mali frôle la faillite, voire la disparition. Cela est une évidence et qui me semble ne souffrir d'aucune contestation. Maintenant, je voudrais revenir un peu sur le contexte évoqué un peu par M. Camara. Il est important de rappeler qu'en 2014, au moment où l'État malien, selon nos autorités publiques, décidait d'aller vers ce processus, l'objectif était connu, c'était au nombre de 2. Premier objectif, dissocier les revendications. À l'époque, on se rappelle, il y avait des gens qui revendiquaient effectivement des revendications politiques et d'autres étaient dans une revendication djihadiste islamiste. Donc il fallait qu'on sépare d'abord, comprendre exactement quelles sont la nature de ces revendications. Deuxième point, il est important aussi de rappeler qu'on est parti en Alger, si on peut dire ça, dans une position de faiblesse. À l'époque, on savait qu'après la visite de Kidal par le Premier ministre de l'époque, l'armée avait effectivement essuyé quelques problèmes. Et on est parti, effectivement, ça trouvait qu'on était dans ces situations de difficulté. Donc, négocier un accord dans ce contexte-là, il est clair que ça ne va pas aboutir à quelque chose de plus consistant. Ensuite, ça n'est suivi, si on veut revenir sur le contenu, parce qu'il est important aujourd'hui que les Maliens sachent que, contrairement à ce que M. Camara dit,
L'accord, c'était 18 mois. C'est effectivement quelque chose, un processus long, mais on l'avait signé pour 18 mois. Aujourd'hui, nous sommes en 2019, soit 3 fois la durée fixée au départ. On se pose alors la question où se trouve le problème. On va le diagnostiquer ensemble. Le problème se trouve effectivement au niveau institutionnel, au niveau politique, au niveau économique, où il y a une grosse arnaque bien sûr, et également au niveau sécuritaire. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'accord sert effectivement un fonds de commerce pour un certain nombre de personnes. Donc, pour faire simple, aujourd'hui, cet accord en l'état actuel, de mon humble avis, mérite une appropriation. Pour dire qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut une appropriation. Appropriation par la population, appropriation par les citoyens, parce que la paix dont on parle, la stabilité politique dont on parle, force est de reconnaître que c'est pour le peuple malien. Ce n'est pas pour les beaux yeux de X ou Y, mais c'est pour le peuple malien. Et s'il y a paix aujourd'hui, il faudrait reconnaître que c'est un processus qui doit être fondé effectivement sur ce peuple-là. C'est aux Maliens de décider quel type d'accord, quel type d'article, quel type de, si on veut, d'entente on veut dans ce papier-là, et non autre chose. Si on s'hasarde à continuer comme ça, comme il l'a dit, on va continuer à avoir plus de morts, on va continuer à avoir plus de gaspillage de nos ressources financières, et effectivement, rien ne va bouger. D'accord, merci à M. Dambélé, M. Maïga. Signé pour 18 mois, nous sommes maintenant 4 ans après, et nous voyons, malgré d'énormes efforts consentis ici et là, l'accord tarde quand même à se mettre effectivement en œuvre. Alors pourquoi cette grande lenteur dans la mise en œuvre selon vous? En fait, je ne suis même pas d'accord sur le fait qu'on dise que l'État a fait d'énormes efforts. Aujourd'hui, ce qu'il faudra vraiment retenir, si vous voulez qu'on commence déjà par faire le bilan de l'accord. Allons-y, mettez-vous à l'aise. Oui, parce qu'on finira par ça. Oui. Aujourd'hui, le bilan de l'accord. Il y a une façon objective, sans passion de faire cela, c'est de prendre ce que l'État a publié en tant que réalisation dans le cadre de l'accord. Ou bien se lever, dire je suis malien, je suis à Bamako depuis des années, ou bien au Mali depuis des années, je suis au courant de tout ce qui se passe et je vais juger. Mais sincèrement, moi j'ai préféré prendre juste ce que l'État a publié et regarder est-ce que cela vaut un bilan positif ou négatif pour l'accord. Très rapidement, lorsque l'État dit, comme dans les mesures institutionnelles, et l'État parle de opérationnalisation de Taoudéni, l'État parle de relecture des principaux textes de la décentralisation, l'État parle de organisation d'élections communales, il parle encore de recommencement du processus de réforme de la Constitution, signature du décret de machin. Vous voyez, je me concentre juste sur la partie institutionnelle, les questions institutionnelles et politiques. Comment est-ce que l'État peut nous parler dans ce volet de changement de loi concernant la décentralisation en 4 ans? En 4 ans, ils ont changé 3 textes concernant la décentralisation. En 4 ans, ils ont fait une rélecture de la loi électorale. Et en 4 ans, vous voyez, quand on me dit, on a fait séminaire, on a fait atelier, on a fait ceci, cela, et ça, c'est sérieux. Et pourquoi ils ont fait ces élections? Pourquoi ils ont fait ces changements de texte dans le code électoral? C'est juste pour s'adapter à un besoin particulier. Et ce besoin, au finish, on pensait que c'était pour les irrédentistes qu'on a voulu modifier toutes ces lois. C'est en partie vrai, mais c'est c'est une chaîne. Lorsqu'on donne la possibilité à ces irrédentistes d'être des autorités intérimaires ou des autorités dites intérimaires, et que ces autorités doivent superviser des élections, quelle qu'en soit la nature de l'élection, finalement, il fallait également voir la loi électorale. Mais le bénéfice de tout ça là revenait à une seule personne. Et c'est ce qu'on a vu, le bénéfice revenait à celui qui a été élu en 2018. Voilà malheureusement
malheureusement, ce qu'eux, ils peuvent appeler avancée. Mais ce n'est pas une avancée. Si vous voulez réellement regarder dans juste encore la partie institutionnelle, au niveau local et au niveau national, partout, vous voyez, on dit la représentativité des populations du Nord. Qu'est-ce que ça veut dire, population du Nord? Qui sont les populations du Nord? Nous avions tout le privilège de penser que la population du Nord, ce n'est pas les Peuls, les Soraï, les Bozo et ceci, cela, c'est d'autres personnes. Je vous donne juste rapidement un exemple. Tout récemment, pour rentrer dans le corps des sapeurs-pompiers, on donne 150 à une autre région, dont je tairai le nom, et on donne 28 à Gao. 150 à une région au nord, on donne 28 à Gao. Et sur les 28, il y a 3 qui sont résidents de Gao. Vous pensez que les populations du Nord, ça va être vos frères, nous autres qui sommes matin, midi et soir avec vous? Non, c'est une autre machination. Et c'est une insulte pour les Maliens. Parce que les nordistes n'ont pas besoin de cela. On n'a pas besoin de dire qu'il faut une plus grande représentativité dans les institutions de la nation. Ils vont plus loin. Ils vont jusqu'à dire dans les services publics. Mais je vous en prie, il y a un service aujourd'hui au Mali où il n'y a pas de nordistes? Il y a un département ou quoi que ce soit où il n'y a pas de nordistes? Donc ça ne devrait même pas exister. Et ils sont en train d'aller vers cette mise en place. Et malheureusement, c'est ce qui va créer plus tard la plus grande catastrophe pour ce pays-là. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut retenir à propos de ce point concernant la politique et ce qui est institutionnel. Il parle de révision constitutionnelle. Vraiment, c'est ce point-là, je suis d'accord avec Fomba. Même si on faisait la révision constitutionnelle demain matin, mais est-ce que la révision constitutionnelle va pousser les belligérants, les irrédentistes à déposer les armes? Est-ce que c'est la révision qui va aller faire la guerre? Est-ce que c'est la révision qui va nourrir les troupes? Non. Donc la révision constitutionnelle devrait être le dernier élément de la mise en application de l'accord. Parce qu'il n'y a aucune urgence de passer aujourd'hui à ces étapes-là. Je pense que tout ce qui est même institutionnel et politique, ce n'était pas l'urgence. L'urgence, on a dit en 30 jours, après la signature de l'accord, il fallait que les mouvements armés déposent des listes certifiées de leurs combattants. En 30 jours après la signature. 4 ans après la signature, on n'a pas ces listes correctement. En 60 jours, on devrait avoir avec le Comité national de réforme du secteur de la sécurité, on devrait également avoir toutes les dispositions pour pouvoir savoir qui sont ces combattants qu'on peut intégrer, et leur grade et tout. 90 jours, il avait été également décidé d'avoir des choses à faire. Mais tout cela a été sciemment mis de côté et s'attaquer à des choses qui sont d'ailleurs les parties les plus négatives dans l'accord et qui peuvent aboutir à la partition du Mali. C'est pour cela que vraiment je pense qu'en tant que bilan, vous avez entendu par exemple Vincent Vernouet qui a parlé de la théorie du complot contre le Mali. Vous avez entendu parler de maître, comment on appelle, Marcel Secardi, qui a été même approché en France pour donner son avis par rapport à la Constitution. Il dit qu'il y a un complot contre le Mali. Il dit que cette révision constitutionnelle et cet accord va aboutir à la partition du Mali. Il dit qu'il pense que le Mali n'a pas les moyens d'aller à 2 chambres. Il dit qu'il pense tout simplement que créer 2 chambres, c'est multiplier par 2 les dépenses. D'accord, on aura le temps de parler de la révision constitutionnelle, mais ma question c'était plutôt de savoir à votre niveau qu'est-ce qui retardait la mise en œuvre de l'accord. On aura le temps de parler forcément du bilan, mais vous avez déjà commencé, c'est déjà très bien. Mais Monsieur Camara, qu'est-ce qui retarde la mise en œuvre de l'accord au-delà en fait du contexte dans lequel cet accord-là a vu le jour, que vous avez évoqué tantôt? Bien, merci. Donc en fait, vous savez, quand on parle de ces questions-là, il faut le faire avec beaucoup de prudence, à mon avis. Parce que la question aujourd'hui, n'est-ce pas, du Mali est tellement complexe que c'est vraiment facile
de penser que il y a une personne ou même un gouvernement qu'on puisse indexer et lui rendre responsable de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il est clair qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, la responsabilité première de la gestion de l'État et du pays, c'est le gouvernement actuel. Mais ce qui est indéniable, comme je l'ai dit à l'entame, n'est-ce pas, de mon propos, si nous sommes allés à Alger pour discuter, c'est parce que, quelque part, on était en position de faiblesse. On était en position de faiblesse. Le Mali, en se rendant à Alger, n'était pas en position de force. Et dans les accords, quels qu'ils soient, obtenus après, n'est-ce pas, une guerre ou un conflit, les rapports de force sont extrêmement importants dans les négociations. Ce qui peut amener chacun, de manière lucide, à comprendre que dans cet accord-là, nous n'avons pas tout ce que nous souhaitons. Mais il y a un certain nombre d'éléments qui sont essentiels. Parmi lesquels éléments, il faut noter avec force l'unité du pays. N'est-ce pas? On dit le Mali est un et indivisible. Il y a alors une avancée qu'il faut aussi reconnaître, c'est le fait que les enfants, n'est-ce pas, du pays, c'est-à-dire ceux qui ont pris les armes, mais qui ne sont pas dans des logiques djihadistes, puissent discuter. Maintenant, ceux qui étaient, n'est-ce pas, qui sont dans des logiques djihadistes, que ceux-là puissent être combattus. Maintenant, il n'y a pas que le Mali qui s'occupe véritablement, n'est-ce pas, de ces questions militaires-là. Nous avons la présence des forces africaines et internationales sur les territoires maliens. Donc, il se trouve que dans la mise en place, c'est-à-dire dans l'application de l'accord, on est obligé, n'est-ce pas, il y a des, comme il l'a si bien dit, hein, il y a des délais de 30 jours, de 60 jours, de 90 jours qui ont été avancés dans l'accord. Ça, c'est la théorie. Mais il faut comprendre qu'entre la théorie et la pratique, il y a souvent, n'est-ce pas, un écart qu'il faut respecter. Si en théorie, on estime qu'en 30 jours, on peut identifier les combattants, en faire une liste certifiée, si on estime qu'en 60 jours, on peut faire ceci, en 92 jours faire cela, ça c'est en théorie. Mais lorsque, n'est-ce pas, des difficultés pratiques empêchent la mise en œuvre de ces décisions-là, il faut regarder la réalité en face. Et je me dis que un mauvais accord vaut toujours mieux qu'une bonne guerre. Et cet accord-là a permis, effectivement, aux enfants du pays de discuter. Cet accord-là a permis, n'est-ce pas, d'amener, en tout cas, tout le monde autour de la table. Et cet accord-là a permis aussi de mettre fin à l'irrédentisme de départ, c'est-à-dire qui consistait à dire que, bon, voilà, il faut carrément un territoire de l'Azawad, il faut aller vers l'autonomie de l'Azawad. Donc, selon vous, des difficultés pratiques sont à la base de la lenteur de la mise en œuvre de l'accord. C'est une évidence. D'accord. C'est une évidence. Okay. Donc, c'est ces difficultés pratiques-là qui sont à la base de la lenteur. Et je pense que, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, on peut comprendre que tout le monde soit impatient, qu'on aille tout de suite à la paix, que les armes soient déposées, qu'il y ait les cantonnements, n'est-ce pas, comme on l'a dit, les DDR. Tout le monde aujourd'hui souhaite qu'il y ait véritablement la paix. Mais le problème est tellement complexe que c'est très difficile de décréter, n'est-ce pas,
de la paix, alors Merci. de cette façon-là. Merci, M. Camara, Dr Fomba. Nous comprenons tous quand même les difficultés relatives à la mise en place de l'accord, à la mise en œuvre de l'accord. Mais est-ce que le temps écoulé n'est-il pas de trop, selon vous? Si oui, qu'est-ce qui explique la lenteur dans la mise en œuvre de cet accord-là? D'accord, je crois que je vais reprendre ce que j'ai dit. Le diagnostic posé pour faire l'accord d'Alger est faux. Vous avez un malade, vous avez fait un faux diagnostic, vous administrez tous les médicaments et en fin de compte, le malade va faire des intoxications et il va mourir. On a faussé le diagnostic. On a faussé le diagnostic en disant que c'était la mauvaise gouvernance. C'est faux. Ceux-là qui ont pris les armes contre le Mali l'ont pris depuis 1963. Ils sont dans cette logique de la séparation. On a faussé le diagnostic parce qu'on dit, on est en train de dire aux gens que c'est un accord international. Ça aussi c'est faux. L'accord d'Alger, c'est un accord national. Que les gens le sachent. Et quand je disais, M. Kader, que l'État a fourni beaucoup d'efforts, c'est pour ne pas aussi... Parce que c'est l'argent du contribuable malien qui est en train d'être utilisé. Même si réellement c'est en train d'utiliser à des causes dont nous ne voyons pas l'effet. Comment vous pouvez comprendre? On a parlé des DDR, désarmement et réinsertion. Ils ont tout le temps leurs armes. Il n'y a jamais eu de désarmement. Il n'y a jamais eu de cantonnement. Il n'y aura jamais. Et qui devait veiller à cela? Qui devait veiller à cela? D'abord, c'est les deux. Et ce que je vous dis, ce qui était plus grave dans tout ça, l'État a commis la plus grosse erreur de partir d'abord avec les autorités intérimaires. Ils ont déjà ce qu'ils ont. Les gens pensent qu'il n'y a pas de problème au nord. Il ne peut pas y avoir de problème parce que les conseillers spéciaux, par la violation de notre constitution, qui sont payés au même titre que les chefs de cabinet des gouverneurs, les conseillers au niveau des cercles sont payés comme l'argent au préfet. On est en train d'abord d'utiliser de l'argent. Maintenant, ce qui est important qu'il faut dire, c'est que on est en train de se lérer. Ceux-là avec qui nous avons discuté ne sont pas capables de ramener ni la paix, ni restaurer l'intégrité. Et ça a été dit aux Maliens à plusieurs reprises que ces groupes armés sont en complicité avec les terroristes. Ça a été dit plusieurs fois. Ils n'ont jamais, depuis qu'on a commencé l'accord d'Alger, combien de fois, est-ce qu'une seule fois vous avez entendu que la CEMA a pris un terroriste? Jamais. Ils ne le feront pas. Ils sont dans la logique de la partition du Mali. C'est une confédération qu'ils sont en train de viser. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, avec l'entente du 19 juin, qui a forcé le président Ibrahim Boubacar Keïta de signer 2 fois l'accord d'Alger, qui est le gros piège, fait en sorte qu'il y ait une autonomie. Ça a donné un statut d'autonomie au nord. Vous avez vu quand on a parlé des autorités intérimaires. Normalement, le maire Adama de Bamako aujourd'hui ne doit plus se retrouver maire si on est dans la logique des autorités intérimaires. Mais ils ont violé même cette loi des autorités intérimaires. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas appliquer l'accord d'Alger parce que ce n'est pas applicable. Je suis d'accord qu'on a signé un état de faiblesse. Mais il faudrait que, parce que ce débat-là doit permettre au président de la République de comprendre que même les États les plus avancés ont négocié avec les terroristes. Parce que moi, j'ai du mal à savoir. Si il y a un Français qui est pris par ces terroristes, on négocie pour le libérer. Mais on négocie avec qui? C'est avec ces terroristes. Donc, ils négocient pour libérer les Français ou d'autres personnes. Mais pourquoi ne pas négocier pour amener la paix au Mali? Donc, le problème est très simple. C'est qu'on a posé un faux diagnostic. Il faudrait que, même la conférence d'entente nationale a précisé, peut-être le président de la République n'était pas en phase avec la conclusion de la conférence d'entente nationale. L'Azawad ne peut être qu'une reconnaissance tout autre que historique. Parce que même là, je vous dis, cet accord d'Alger là, elle est esclavagiste, elle est discriminatoire et elle est en train de créer tout problème. C'est pour ça que je vous dis et je le maintiens. Les gens sont en train de dire qu'il faut aller à la révision constitutionnelle. L'idée, même la révision constitutionnelle, après ce qui est visé, c'est la partition du Mali. Et les gens accusent la France, c'est vrai, mais il faut aussi accuser les Suisses qui font le coaching de ces séparatistes. Donc, ceci étant, quand le diagnostic est faux, le traitement n'est jamais approprié,
on va faire 10 ans comme ça, on ne peut pas appliquer l'accord d'Alger. Il faut qu'on revienne, qu'on discute entre nous en malien parce que c'est un problème malien, sans créer des discriminations, sans passer par d'autres étapes de partition de ce pays. Merci Dr Fomba. Monsieur Damele, Dr Fomba dans son propos vient de parler de l'accord en l'état est inapplicable. Qu'en pensez-vous? Il est évident que l'accord en l'état ne peut pas être appliqué pour des raisons que je vais avancer tout à l'heure. Il faut savoir que le blocage, à mon niveau, quand on regarde l'accord, d'abord il a été évoqué par M. Kader, c'est au niveau d'abord politico-institutionnel. Vous partez dans le chapitre 3, cadre institutionnel et l'organisation territoriale, article 6, ça stipule la chose suivante, qu'il faudra mettre en place une architecture institutionnelle qui pourra permettre aux ressortissants du Nord de gérer sur le plan d'abord local leurs propres affaires, mais également sur le plan national qu'il y ait une représentation au niveau des services publics. C'est en contradiction totale avec ce que M. Camara a avancé. Pourquoi? Parce que l'unité c'est quoi? L'unité c'est pour nous permettre de s'intégrer, que les gens du Sud peuvent aller s'installer au Nord, que les gens du Nord, effectivement, puissent venir au Sud. Déjà, vous avez un article en substance qui évoque cela sur le plan local et sur le plan national pour dire que laissez-les gérer leurs affaires. Vous revenez au niveau du chapitre 5 qui parle de la représentation de l'État et du contrôle de l'égalité. Article 11, ça nous dit la chose suivante, en substance que le contrôleur de l'État en la matière, au niveau des collectivités territoriales, exerce un contrôle a posteriori des actes administratifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre représentant de l'État qui se trouve par exemple dans une collectivité territoriale au Nord, il va exercer un contrôle après que l'acte administratif a été exécuté. Ça veut dire quoi en termes de contrôle finalement? Vous revenez au chapitre, si vous voulez, 6, avec financement et moyens. Vous vous rendez compte qu'au niveau de l'article 14, il nous dit la chose suivante, qu'il faudrait un transfert de budget d'ici 2018, nous sommes en 2019 déjà, ce délai n'a pas pu être tenu, qu'il faudrait un transfert de 30%. 30% de nos ressources budgétaires, de nos recettes budgétaires au niveau de nos collectivités territoriales, en particulier, retenez bien, des régions du Nord. Cela pose un véritable problème parce qu'ils veulent partir sur la base où les régions n'ont pas le même type de développement. Aujourd'hui, les problèmes que vous pouvez rencontrer à Kidal, à Gao, à Tombouctou, à Koulikoro, à Kaye, à Sikasso, vous rencontrez les mêmes problèmes. Les gens manquent d'eau, les gens manquent de services sanitaires, les gens manquent de quoi à manger. Donc le problème, le diagnostic, comme il l'a dit, c'est mal posé. Pourquoi? Parce qu'il fallait une démarche, si vous voulez, holistique, systémique, prendre le Mali dans son ensemble, diagnostiquer à la matière et faire un accord représentatif dans ce sens-là. Ça, c'est sur le plan politico-institutionnel. On redescend au niveau du plan économique et c'est là que vous verrez qu'il y a une grosse arnaque. L'accord, c'est 2014. Budget loi de finances 2014, c'est 1308 milliards, 5 millions. 2015, on est passé à 1488 milliards. Donc, augmentation. 2016, nous sommes passés à 1752,9 millions. 1752 milliards, 9 millions. Augmentation. 2017, on est passé à quoi? On est passé à 2028 milliards. Augmentation. 2018, retenez bien, cher Dissa, on est passé à 2330 milliards, 778 millions. Augmentation. Cette année, en décembre passé, ils ont voté un budget à hauteur de 410 milliards, 400 millions. Augmentation. Vous faites la moyenne, vous vous retrouvez avec une augmentation de 13%. Vous demandez aux autorités publiques, mais pourquoi cette hémorragie financière? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent l'application de l'accord d'Alger, programme d'orientation militaire, c'est ce qui fait que les ressources partent comme ça. Or, sur le terrain, il y a un problème. C'est là où on parle en économie d'efficacité dans la répartition budgétaire. On voit que les budgets sont répartis. À la fin, on se retrouve avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Autrement dit, catastrophique. Troisième volet, sécuritaire. Pourquoi l'accord n'avance pas? L'accord n'avance pas parce qu'il y a des enjeux locaux, mais aussi internationaux. Locaux, pourquoi? Vous avez des gens qui sont aujourd'hui pris en charge, effectivement, par ce processus-là. Tant que l'accord est appliqué et la guerre s'arrête, ces personnes auront du mal à vivre. C'est ça la réalité et c'est ce qu'il faut retenir. Aujourd'hui, imaginez tout simplement les conséquences économiques de la paix. Qu'il y ait paix et qu'il n'y ait plus guerre.
C'est ça le problème. Vous partez à l'international, sur le plan international, juste pour la petite histoire, et ça c'est un chiffre de l'ONU, 1,2 milliard de 1,2 million de dollars, quand on convertit, on se retrouve avec 500 milliards de francs CFA. Sur 2018, approvisionnement des forces étrangères. Retenez bien qu'aucune entreprise malienne n'a rapporté aucun appel d'offres. Même l'eau que les forces étrangères boivent, les fruits qu'ils mangent sont importés. Cela tue l'économie nationale, ça tue l'emploi et ça augmente les crispations sociales. Donc, en résumé, politico-institutionnel, en résumé, économique, il y a une grosse arnaque. Sécuritaire, parce qu'il y a des gens qui vivent effectivement de cet accord-là. Pour terminer, vous avez votre article fétiche 118 de la Constitution de 92 qui nous dit qu'effectivement, on ne peut pas réviser la Constitution tant qu'il y a une partie de l'intégrité qui est menacée. Chose qui, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être magistrat pour se rendre compte qu'il y a ce problème-là. Donc, les réformes que l'accord sous-entend ne peuvent pas être menées tant que ces questions-là n'ont pas été gérées. Il ne faut pas se leurrer, il faut s'approprier et peut remettre en cause ces choses-là aujourd'hui. Merci M. Dembélé, M. Maïga. Si nous ne pouvons pas nous permettre d'aller dans la même ligne que l'accord, finalement, qu'est-ce que nous sommes censés faire? Abandonner l'accord, modifier l'accord? Qu'est-ce que nous sommes censés faire alors, en lieu et place, peut-être? Non, en fait, il faut comprendre que l'accord, c'est écrit, c'est du français. Il y a à peu près 32 pages, 7 chapitres, et puis 68 articles. Voilà. Donc, quand on veut vraiment appliquer cet accord, il est nécessaire de le rééditer. Il y a des articles où on a juste besoin de changer une virgule ou de changer un mot ou d'ajouter un groupe de mots et l'article, il est bon. Donc, on peut aller s'asseoir et aller dans ce jeu-là. Mais est-ce que cela ne sera pas une violation de l'accord? Oui, l'accord, au sein de l'accord, je ne sais pas, article 52 ou quoi, au sein même de l'accord, il y a un article qui dit que les parties peuvent s'asseoir et de commun accord pour décider de revoir le contenu de l'accord. C'est simplement parce que personne ne veut aller dans ce sens-là. Et l'accord, on sait qu'il n'est pas bon parce qu'il y a des articles peut-être qu'il faut complètement retirer. On peut aller jusqu'à ce jeu-là. Mais si réellement aujourd'hui, nous voulons que le Mali avance, ce n'est vraiment pas cet accord en l'état, parce que nous sommes dans un schéma où cet accord créera plus de problèmes et nous n'allons jamais pouvoir récupérer notre pays. C'est pour cela. Je vous donne un exemple terre à terre. Vous ne pouvez pas dire que entre nous deux, la querelle est finie, la bataille est finie, on se donne la main et puis c'est fini, c'est sincère. Et qu'après tu viennes me dire, mais non, la porte de ta maison, il faut mettre ça dans l'autre rue. Et dorénavant, tu rentres par le mur de ta maison. C'est un exemple simple. Ça veut dire tout simplement que nous ne pouvons pas accepter tout ce qui se trouve dans cet accord à certains niveaux, sinon il continuera toujours à être impraticable. Simplifions-nous la vie. Si entre nous Maliens, on a pris des armes, on s'est querellé, on s'est entendu, le minimum qu'on puisse faire aujourd'hui, comme ça a été dit, en fait je voulais dire à Camara que ce n'est pas une question de théorie. Ceux qui ont écrit ces accords, qui sont en train de crier matin, midi et soir, il faut réviser la Constitution, il faut la mise en application intégrale de l'accord. Mais c'est des experts. Fomba vient de parler de la Suisse qui est complice de ce complot international contre le Mali, la France en tête après les États-Unis. Mais c'est une réalité. C'est des experts qui ont écrit ceci et qui ont conseillé à ce que les irrédentistes l'imposent. Et ils sont venus demander aux Maliens qu'ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils le signent. Mais on n'a pas d'autre alternative que de revoir vraiment l'accord. D'accord. Merci M. Maïga. M. Camara, on n'a pas d'autre alternative que de revoir l'accord. Qu'en pensez-vous? Bon, en réalité, moi je pense que il y a deux petites précisions que je voudrais donner. La première concerne le jeune frère Dansé Dembélé. Moi, je pense que dans l'histoire du Mali, là, je ne suis pas économiste, hein, ce n'est pas mon domaine,
Mais je sais que chaque année de l'indépendance à maintenant, alors le budget a toujours évolué. À moins que tu me renseignes aujourd'hui à moins que tu me renseignes aujourd'hui que le budget, n'est-ce pas, a régressé au cours de l'histoire de ce pays. Maintenant que le budget puisse évoluer, c'est tellement logique que je ne vois pas, n'est-ce pas, de problème à ce niveau. Maintenant, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que les réformes institutionnelles, n'est-ce pas, qui sont évoquées par M. Maïga, faire croire que ces réformes-là profitent simplement à un homme, c'est quand même assez osé, quoi. Parce que ces réformes-là font partie, bien entendu, les réformes institutionnelles font partie de l'accord. Et vous savez, quand on est dans l'opposition, ou quand on a une velléité opposante, on a une telle liberté de parole que dans l'histoire, n'est-ce pas, politique du monde, les opposants ont toujours été des patriotes, des hommes exemplaires, des hommes sincères et bons. Mais dans le feu, n'est-ce pas, de l'action et dans la réalité de l'exercice du pouvoir, on constate véritablement que les mêmes opposants qui avaient réussi à faciliter théoriquement beaucoup de choses, alors comprennent que ces choses sont beaucoup plus complexes, n'est-ce pas, qu'ils ne l'avaient affirmé. Maintenant, vu la complexité, justement, M. Camara, de la mise en œuvre de l'accord, faudrait-il penser à revoir certaines clauses, bref, à modifier finalement cet accord-là? De bonne foi, lorsque toutes les parties, je dis bien de bonne foi, estiment que, compte tenu, n'est-ce pas, des blocages que nous connaissons, et c'est une réalité, il l'a dit, hein, l'accord était prévu pour 18 mois. Mais aujourd'hui, nous sommes à 4 ans. Si toutes les parties de bonne foi estiment que, compte tenu des difficultés d'application de l'accord, ne serait-ce qu'en certains de ces points pris, qu'il y a lieu de convenir d'une modification de cet accord-là, en certains de ces points, ou comme il l'a si bien dit, n'est-ce pas, en ajoutant des virgules, ou en déplaçant des virgules, ou en ajoutant des expressions. Si cela est convenu, je pense que personne ne s'opposerait à ça. Personne ne s'opposerait à ça. D'accord. Voilà. Merci M. Maïga. M. Dr Fomba. Oui. Plutôt que réviser la Constitution, c'est finalement l'accord qu'il faut réviser? D'accord, c'est pour cela, moi j'ai dit clairement, d'abord je rappelle qu'à l'état actuel où nous sommes au Mali, y compris l'opposition et la majorité, tout le monde ne doit voir que le pays. On est opposant, on est majoritaire parce qu'on a un pays. Et à l'heure actuelle où nous sommes, le pays est menacé dans son existence, et puis totalement. Donc moi j'ai même horreur que les gens se réclament, soit de l'opposition ou de la majorité. On doit se réclamer que du Mali. Et ceci étant, c'est pour cela que j'ai dit que le parti ADPM est contre l'accord politique de gouvernance et le dialogue politique que le président veut instaurer uniquement pour faire une révision constitutionnelle et appliquer l'accord d'Alger. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de tout ça. On a seulement besoin d'appeler tous les fils de ce pays, qu'on se mette ensemble pour discuter réellement du Mali, sans pour autant qu'on dise discuter sur ce sujet. Ce n'est pas normal qu'on dise aux gens de dialoguer, mais vous dialoguez, mais vous parlez de la révision. Non. On doit aujourd'hui parler pour voir qu'est-ce qui est bon pour le Mali. Et discuter avec tous les fils de ce pays, sans exception, y compris Yada Gali. Amadou Koufa aujourd'hui, c'est une création. Ils ont créé Amadou Koufa pour déplacer le problème du nord vers le centre, pour essayer de nous faire comprendre que c'est des trucs entre Pel et Titi. Et finalement, le Pel a tué, et il a tué un Dogon, le Dogon va faire Titi pour nous mettre dans un style difficile. Et aujourd'hui, il faudrait que le président comprenne, que le président de la République comprenne que on ne doit plus aller dans le sens souhaité par la communauté internationale. Il déplace le problème. Il parle du nord, il parle du centre. Nous aussi, nous parlons du nord, du centre. Non, c'est le Mali. Quand Mopti est attaqué, c'est Mopti.
On ne doit plus parler du nord et du centre. Et on est même dans cette logique où on nomme un haut représentant du centre. Pour quelle raison? Pour aller dans la logique de la partition. Et aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que l'ensemble du peuple malien, ce n'est pas le président. Le peuple malien doit prendre toute sa responsabilité pour exiger une concertation digne de ce nom. Ce n'est pas au président de dire qu'on va réviser l'accord. Non, le président, il a signé. Mais c'est au peuple maintenant, puisque nous avons élu un président. C'est à nous de mettre le président sur le chemin souhaité. Et c'est ce courage que le peuple malien doit avoir. On ne regarde plus le président, parce qu'on ne veut pas sa démission, on ne veut pas un coup d'État, mais on veut lui mettre sur la bonne voie et lui dire la vérité. Maintenant, aujourd'hui, le Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta partira. Le Mali va rester. Faut-il attendre tout ça pour que les gens soient tués? Parce que beaucoup de gens n'ont pas leurs fils qui sont tués. Parce qu'on est à Bamako. Pendant qu'on est dans les Soumou et tout à Bamako, il y a des gens qui sont en train de mourir. Aujourd'hui, l'ère est à un moment où on doit véritablement se donner la main sans parler de considérations politiques ou autres. Ce que j'ajouterais seulement, qui est très et important. en même temps, en guise de dernier mot, parce qu'il ne nous reste plus que 13 minutes. D'accord. Ouais. Moi, en dernier mot, je dirais tout simplement au président de la République de sortir de l'imposition française qui lui dit révision, ça ne servira absolument à rien. Le complot est là, il va réviser, il ne pourra plus appliquer l'accord. Et la communauté internationale, parce qu'ils sont dans une logique de partition, vont dire, puisque le Mali n'est plus à mesure de protéger, alors c'est la partition qui s'impose. Donc il ne faut pas qu'on leur donne cette chance. Nous n'avons pas besoin d'une révision constitutionnelle. Nous avons besoin d'une concertation nationale inclusive d'abord, en restaurant l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire malien, et avec une communion réellement dit, sans pour le président aujourd'hui, il ne doit même pas broncher. Il ne doit pas dire voilà ce que je veux, voilà ce que je ne veux pas. C'est le peuple qui doit décider et il doit suivre le peuple et non suivre la France. Et en ce moment, nous pouvons aller bien de l'avant. Et je dirais, en dernier lieu, que tout le peuple malien doit demander aujourd'hui l'annulation pure et simple de l'accord de défense militaire signé entre la France et le Mali, qui n'est qu'un obstacle pour la résolution de nos conflits. Je vous remercie. Merci, docteur Fomba. Monsieur Dembélé, faudrait-il revoir l'accord et réviser l'accord? En tout cas, que faut-il faire si l'accord n'est pas applicable en l'état? Sans conteste, il faudrait aujourd'hui commencer par d'abord comprendre l'accord. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que beaucoup, les positions changent en fonction des circonstances. On a l'impression que la substance même de ce qui dit l'accord n'est pas compris par les uns et les autres. Donc, il faut commencer par la compréhension. Un. De deux, également faire des propositions. Faites, la critique est facile, mais l'art est difficile. Donc, c'est beau de critiquer, mais aussi pouvoir apporter des solutions. Juste avant de terminer avec les propositions, je voudrais quand même apporter une précision à monsieur Camara. L'augmentation du budget, il est important de le préciser. En soi, ce n'est pas un problème. Mais il faut savoir pourquoi on augmente le budget. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, avec le budget du Mali, c'est 2 fois le budget du Mali. Nous sommes à 2400, ils sont à peu près 5000 ou 6000. Donc, pour dire que je voudrais que vous compreniez que quand vous augmentez les ressources publiques, les dépenses, parce que le budget c'est ça, la loi de finances, il y a un budget, il y a des recettes. Quand vous augmentez, vous faites des précisions, vous dites l'argent va partir là-bas. Après, il faut expliquer aux gens, voici ce en quoi votre argent est parti. Le budget a augmenté, juste pour terminer, le budget a augmenté lorsqu'on a demandé, mais pourquoi vous augmentez le budget? C'est pour l'accord, pour la paix et la réconciliation qui était censé être appliqué en 18 mois. Nous sommes à 4 ans, ça n'a pas été appliqué. Donc on se pose la question, l'argent là qui a été dépensé pendant 4 ans aura servi à quoi? Sinon à rien. Pour revenir à la proposition, aujourd'hui il est clair que la classe politique, il nous faut justement, et c'est là où je m'écarte un peu de grand frère Fomba, le dialogue politique qu'on a commencé aujourd'hui, je pense que c'est un processus qui, on a beau critiquer, on a beau ne pas être d'accord avec le contenu, il nous faut quelque chose aujourd'hui. Et si on a ce dialogue-là, ça doit être une phase transitoire vers un dialogue national, c'est-à-dire national et social qui prend en compte les desiderata de l'ensemble de la population malienne. Donc ce dialogue est une occasion pour la classe politique de se réinventer une culture politique. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui au Mali, la petite politique auquel nous assistons, l'enjeu aujourd'hui dépasse la majorité et l'opposition. Ibeka aujourd'hui n'est pas un enjeu. Soumaïla Cissé n'est pas un enjeu. L'enjeu c'est le centre, l'enjeu c'est le nord. L'enjeu c'est comment est-ce que les enfants de ce pays-là feront
pourront vivre dans 5 ans. Donc pour cela, je pense qu'il faut sortir de cette façon de faire la politique. Je pense que le dialogue qui est instauré doit leur permettre de se mettre d'accord sur un minimum pour aller vers justement un dialogue social et avoir le courage politique de s'approprier d'un certain nombre d'articles de l'accord d'Alger, dont justement l'article 6 que j'avais évoqué tout à l'heure, et de pouvoir apporter des corrections là-dessus. Et que faut-il faire par rapport à l'accord en définitive? En définitive, aujourd'hui, il faut mettre l'accord en débat concret. L'accord ne doit pas rester entre les mains de quelques experts. L'accord doit être accessible aux paysans qui est dans son champ, je sais pas, à 100 ou à Kolondjeba. Aujourd'hui, l'ensemble de la population malienne doit comprendre d'abord ce qui se trouve dans ce papier-là et effectivement pouvoir faire des propositions. D'accord, merci à M. Dembélé, M. Maïga. Que faut-il faire aujourd'hui avec l'accord? Non, mais moi j'avais dit tantôt, premièrement avec l'accord, il faut arriver à négocier, qu'on révisiter l'accord. Il faut obligatoirement revoir le contenu de l'accord. Sinon, à défaut, demander qu'on ait un autre accord intermalien et oublier ce dernier-là, si ce n'est pas possible. J'aimerais juste dire un peu à Camara qu'il est facile de jeter des pics ça et là aux uns et aux autres, mais sauf que on ne réagit pas de la même manière. Moi, je vais être sincère avec vous. Ce n'est pas question d'opposition ou de majorité. Ce n'est pas une question politique. On a toujours été démocrate et républicain. Si ce n'est pas par respect pour notre pays, le débat, je n'allais pas le commencer comme ça. Il n'y a pas de midi à 14h. Les Maliens ont consenti tout ce qu'ils pouvaient, tout ce qu'ils ont dans le ventre, là, ils ont tout sacrifié pour le Mali, pour l'accord, pour tout ce qu'on pouvait imaginer, pour la paix. Le seul obstacle, c'est le président de la République. C'est le président, le seul obstacle dans ce pays. On vous a donné un véhicule, on vous a donné les guidons, on vous a dit on va vous assister. Vous avez refusé de bouger. La faute, c'est qui? Vous êtes toujours en train de changer de gouvernement. Chacun qui vient veut remplir sa poche. Personne ne veut se buter à la réalité du pays. C'est qui? On vous a dit, vous avez signé un accord, on vous a donné de l'argent, des journaux internationaux, des gens l'ont dit. Les Nations Unies sont partis jusqu'à le mettre en garde pour l'intimer à appliquer la mise en application de l'accord 3 ans après. La faute est à qui? Vous voulez accuser quel opposant? Aujourd'hui, je pense que nous l'avons toujours dit, même ce dialogue politique qui a commencé, c'est l'opposition qui l'a commencé. Ils s'en ont accaparé et ils l'ont modifié à leur guise comme pour faire croire aux gens que l'idée venait d'eux. C'est pas vrai. Et il faudra remercier l'opposition malienne, parce que dans la sous-région, il n'y a pas une opposition constructive comme l'opposition malienne. Mais j'aimerais dire aux Maliens, la crise que nous sommes en train de vivre, nous en avons parlé plusieurs fois. On a fait des débats sur cette table. Nous avions dit que c'était l'existence du Mali qui était en jeu. Nous avons demandé aux Maliens, au lieu de se lever, crier, Ante Abana, on ne veut pas la révision constitutionnelle. Pourquoi les Maliens ne se sont pas réveillés quand le problème était au nord pour dire non, il faut que ça s'arrête? Pourquoi Djonkunda, en tant que président, n'a pas demandé, quand les rebelles ont pris Gao ou le Nord, n'a pas demandé à la France de venir? Il attend 8 mois après pour aller demander à la France de venir, les assister. Parce que maintenant, les rebelles sont en train de venir au sud. Donc la population du Nord n'existe pas, où on ne compte pas pour le Mali. Alors, le problème qui est au centre, qu'on est en train de vouloir prendre comme si c'est un nouveau problème. Il est lié au problème du Nord. Et je vais vous dire, c'est des enjeux géostratégiques, c'est des enjeux de ressources naturelles qui font que tous ceux qui sont venus aujourd'hui décider de nous aider, la communauté internationale est dans un calcul de faire une main basse sur nos ressources naturelles. Alors, la France et la MINUSMA, surtout la MINUSMA, je le dis, n'est qu'une entreprise de prédation de la France. C'est pourquoi il est difficile pour nous d'avoir la paix. Mais il faut un leader. Et malheureusement, le leader qui devrait être le président de la République a complètement raté le coach. Il faut qu'il se ressaisisse et il faut qu'il y ait un dialogue national inclusif. Ils ont dit dialogue politique, alors que nous, on les a toujours suggéré un dialogue national inclusif. C'est différent. Merci, M. Maïga, M. Camara. En guise de dernier mot, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de qui
pour que, alors enfin, si nous devons réviser l'accord, que nous arrivions à le réviser de toutes les façons, que le peuple du Mali puisse retrouver vraiment la paix et la concorde. Merci, M. Dissa. J'ai fait d'abord remarquer qu'aucun candidat d'aucun parti politique d'envergure dans ce pays, lors des élections de 2012, n'a parlé de révision de l'accord. Tous sans exception. 2012, 2018. 2018. Okay. Tous sans exception. Non, le candidat Sidibé a parlé de révisiter, même il vient de dire, c'était le candidat de la CRP. D'accord. Merci pour ça. J'ai parlé des candidats d'envergure. Je suis désolé. S'il vous plaît, M. Camara. Mais en réalité, non, j'ai parlé des candidats d'envergure, les mots ont un sens. S'il vous plaît, monsieur Fomba. Non, je ne dis pas le contraire, mais il n'était pas en position de gagner les élections. Je suis désolé. Je vous en prie, monsieur Fomba. Est-ce que vous voyez, maintenant, tous les candidats qui étaient en capacité, en tout cas dans une posture favorable, pour pouvoir gagner ces élections de 2018, là, ont tous parlé de l'application de l'accord. Maintenant, c'est facile de penser que puisque, n'est-ce pas, alors un candidat est réélu, il faut réviser l'accord. Personne n'est contre la révision de l'accord si, n'est-ce pas, toutes les parties conviennent qu'il faudra la réviser. Maintenant, nous sommes tous d'accord que ce pays-là compte pour chaque Malien et pour chaque Malienne, en particulier pour les plus hautes autorités, plus que tout, parce que c'est la seule patrie que nous avons. Si aujourd'hui, tous les efforts qui sont consentis le sont, comme il l'a effectivement souligné, M. Fomba, c'est parce que simplement, chacun a à cœur que nous puissions, dans le dialogue, construire une paix durable, permettant, n'est-ce pas, aux enfants de ce pays-là de se retrouver après les crises successives que nous connaissons. Des milliers de milliards ont été investis au nord depuis les indépendances. Les investissements financiers n'ont pas commencé avec ces régimes. Et crois-moi, en 2012, quand, n'est-ce pas, ces événements-là ont éclaté, en 2011, des politiques à Bamako ici se sont interrogés où sont partis les milliers de milliards qui ont été investis, n'est-ce pas, au nord et qui n'ont pas pu permettre à ce nord-là d'être développé. On aura plus que 30 secondes. Donc c'est vous dire simplement que, à mon humble avis, pour conclure, il faut mettre balle à terre. Il faut mettre balle à terre, sortir, n'est-ce pas, des postures va-t-en-guerre et comprendre que, n'est-ce pas, chaque enfant de ce pays a intérêt à ce qui est la paix et la sécurité. Merci beaucoup, M. Camara. L'encadre de l'accord d'Alger, quel bilan faites-vous, était notre thème de ce soir avec M. Abdelkader Maïga, président de l'association Gaoulama Boré au Mali, secrétaire général de Gaoulama Boré International et président de la coalition contre la partition du Mali, IGDA Mali Tekla, M. Chekne Camara, président de la plateforme citoyenne Les Bâtisseurs, Dr Abouakar Sidiki Fomba, président du parti ADPM, et M. Khalid Dambélé, économiste, chercheur au CRAPES, Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale. Il est également chargé de cours au complexe universitaire de Kabbalah. Mesdames, Messieurs, pour ma part, ce fut un plaisir de vous servir cette émission. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour une autre aventure thématique, politique. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée et très bonne semaine de travail. Merci beaucoup. Merci.